Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, une femme d'affaires qui a su dénicher le besoin des femmes d'avoir un média à elle, pour elle. CEO et cofondatrice des médias Les Éclaireuses et C'est qui la bosse, elle fait partie des 40 femmes Forbes les plus influentes de cette année 2022. On va en parler bien sûr. Mélodie Madar vient alors nous raconter la naissance de ses projets ambitieux pour nous éclairer, notamment sur l'entrepreneuriat et nous raconter sa vie de girl boss. C'est donc aujourd'hui en direct en Facebook Live sur radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Mélodie Madar. Bonjour Cyrielle. Je suis ravie de vous avoir en face de moi. Je vous suis depuis un petit moment comme toutes, je pense, les femmes, les jeunes femmes de France et d'ailleurs, très certainement. Vous allez nous en parler dans un instant. Merci beaucoup en tout cas d'être là pour nous parler de votre projet, de vos projets, de ce que vous faites, mais aussi de vous, au-delà de ce que vous faites. Et comme vous le savez, parce que j'ai eu le plaisir d'apprendre que vous écoutez l'émission. C'est vrai, tout à fait. Ça m'a fait très plaisir. On commence par le début. Toujours le début. Alors, Mélodie Monette Simra Madar, c'est ce que j'ai pu voir. Vous êtes née le 21 mars 1990 à Boulogne-Billancourt, mais vous avez grandi à Neuilly-sur-Seine. Vous êtes fille unique. Vous êtes d'origine tunisienne, de votre papa Gilles, qui est pharmacien, et de votre maman Dominique, commerciale. Tunisienne des deux côtés, je crois. C'est ça. Et donc, de pure souche. De pure souche, comme on dit chez nous. Quel genre de petite fille vous étiez et dans quel climat familial vous avez grandi ? Oh, j'ai été une petite fille très ambitieuse dès mon plus jeune âge. Je pense que j'ai toujours rêvé d'être chef d'entreprise. Je ne savais pas dans quel domaine, mais voilà, j'ai été assez éduquée comme ça. Même quand je demandais de l'argent de poche à mon père, il fallait que je lui fasse un PowerPoint pour lui expliquer à quel point l'argent de poche qu'il allait me donner, même si c'était 5 francs, ça allait être fructifié à l'avenir. Donc j'ai toujours eu cette fibre business. Et puis sinon, j'étais quelqu'un de plutôt sympa, bonne à l'école. Joviale. Une petite fille gentille, sage et un peu folle ou pas ? Complètement. Après, voilà, c'est ce que disent mes parents. Est-ce que c'était vrai ou pas ? Je sais pas. Vous avez beaucoup partagé cet été vos vacances à Tunis. C'est vrai. Que vous avez fait découvrir à vos filles, je crois, pour leur faire découvrir votre enfance. Quels souvenirs, justement, vous avez gardés de cette ville dont votre famille est originaire ? En fait, ma grand-mère a toujours vécu là-bas jusqu'à très récemment. Et en fait, on avait une grande maison familiale. Donc, j'ai passé de mes 0 à mes 20 ans tous mes étés là-bas. Donc, je connais assez bien la région. Et cette année, j'avais vraiment envie de me reconnecter en fait avec la Tunisie parce que de mes 20 à 30 ans, déjà, c'est une décennie, je pense, où on a envie de découvrir le monde, de voyager, de faire la fête. Et puis, il y a aussi eu le printemps arabe qui a fait qu'on n'a pas pu y aller pendant plusieurs années. Et cette année, j'ai perdu brutalement ma grand-mère dans des circonstances un peu compliquées. Donc, j'avais envie de me retrouver un peu dans son enfance, dans toutes les choses qu'on faisait ensemble. Et puis, d'un autre côté, j'ai des filles qui sont encore un peu petites. Elles ont 3 et bientôt 1 an. Mais j'avais envie de leur faire découvrir un peu mon enfance, les rues de Tunis, ce que j'ai l'habitude de manger, les beignets à Sidi Bou Saïd, de la glace, voilà. Donc c'était assez sympa de les faire venir dans mon univers et mon mari aussi, où je lui fais découvrir un peu la Tunisie. Et puis maintenant, il est devenu plus tunisien que moi. J'en doute pas parce qu'on s'habitue très vite, j'y étais aussi et donc ça m'a fait plaisir de voir qu'on était au même endroit. Mélodie Madar, vous passez un bac ES au lycée Saint-James, vous obtenez une licence d'économie-gestion à la Sorbonne, puis en 2012, vous partez vivre pendant 3 ans au Canada, à Montréal précisément, pour faire vos études, un master en e-business à HEC. Quelle expérience vous gardez de ce voyage et de ce qu'il a ouvert comme voie pour vous, même si finalement le terrain était quand même bien là? En réalité, la culture anglo-saxonne, ça nous apprend plein de choses. Déjà, j'avais très envie aussi de découvrir d'autres choses, d'autres univers, d'autres cultures. Ça permet d'ouvrir l'esprit finalement. Et puis, je pense que le système éducatif canadien, américain, ça permet aussi d'ouvrir en fait les champs des possibles, d'avoir beaucoup de détermination, de savoir découvrir des nouveaux métiers, etc. Donc j'y allais vraiment pour découvrir le monde, aussi bien le monde du business que le monde culturel.
Et c'est ce que je recommande à tout le monde, en fait, de s'aérer un peu l'esprit. De partir et de pas forcément rester en France. Vous pensez qu'on a plus de possibilités et d'opportunités ailleurs qu'en France, où parfois c'est plutôt compliqué? Alors absolument pas, je le pensais avant de partir et je le dis très régulièrement, mais j'ai l'impression que quand la France, on a très envie de la quitter, mais quand on la quitte, on s'aperçoit aussi de tous les bons côtés. Et c'est bien pour ça que je suis revenue au bout de 3 ans, où finalement on avait un très beau cadre de vie, mais quand on est loin de sa famille, et finalement les opportunités en France, elles sont assez grandes et assez positives aussi. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi créer notre entreprise en France. Alors, vous êtes passé par Google, il faut le dire quand même, à Montréal, ça vous a donné des idées. Et vous rentrez en France et très vite, à 24 ans seulement, vous avez l'idée de monter Les Éclaireuses, le média que vous qualifiez aujourd'hui de pertinent et impertinent, qui met en lumière les femmes. Vous êtes avec Chloé Saban, Naparstek, je crois, à l'école, si je les prononce bien, à l'époque. Comment est née cette idée, Les Éclaireuses, à 24 ans? Déjà, Chloé et moi, on était amies d'enfance. Et puis maintenant, elle s'est mariée avec mon cousin Germain. Donc c'est aussi c'est facile. Ouais, c'est une affaire de famille. Et en fait, on se reconnaissait plus du tout dans les médias traditionnels de l'époque. On trouvait qu'ils parlaient plus aux jeunes, puisque à l'époque, voilà, on avait 24 et 26 ans. Et on s'est dit, pourquoi pas créer un média qui nous ressemble? Parce qu'à l'époque, les médias, on se reconnaissait plus dans les sujets qui étaient traités, le ton qui était employé, qui était très élitiste, les femmes qui étaient mises en avant. Il n'y avait aucune proximité et c'était pas un média inclusif finalement qui pouvait rassembler et parler à toutes les femmes. Donc c'est comme ça que Les Éclaireuses est née. On s'est dit pourquoi pas créer le média qu'on aurait rêvé de lire à l'époque, un média qui parle à toutes les femmes. Et il y a eu aussi l'émergence en fait à cette époque des influenceurs, des blogs, des réseaux sociaux. Donc on s'est dit il faut livrer tous nos contenus là où on passe la grande partie de notre temps, c'est-à-dire le mobile et les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on est devenu très vite le média social leader en France et qui rassemble aujourd'hui plus de 7 millions de femmes en France. Très vite, mais avec quelques embûches quand même, parce que le démarrage n'est pas évident, surtout quand on a une idée, mais qu'on ne sait rien finalement d'un média au départ. Alors, quelles sont les embûches que vous avez rencontrées? On rencontre plein d'embûches. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on l'a fait avec beaucoup d'innocence et d'insouciance, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout issus du milieu du journalisme. Donc, on ne s'est pas soucié en fait de... comment aurait dû être le média ou comment il devrait être. On s'est plutôt dit, on va créer ce qu'on avait envie de voir. Et quand on est assez innocente et assez insouciante, ça nous permet aussi de se soucier en fait du protocole qui nous entoure, des dictates, etc. Donc on a eu plein d'embûches parce qu'on s'est dit comment créer une communauté, comment après la monétiser, parce qu'on reste un média, donc comme tous les médias, notre business model repose sur de la publicité. Mais on a toujours on a toujours suivi notre instinct et notre intuition. Et je pense que parfois, pour essayer de disrupter un marché, c'est bien aussi de ne pas toujours le connaître sur le bout des doigts. D'essayer et puis de voir ce qui nous attend et de se laisser aussi surprendre par les bonnes choses aussi. Donc en 2014, naît Les Éclaireuses, devenu donc depuis 8 ans le média incontournable auprès des femmes de toutes les générations. Vous l'avez dit, cela fédère plus de 7 millions de fans sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Quelques chiffres, 350 millions de contenus par mois, plus d'1 million de followers sur Instagram, Les Éclaireuses tout confondu parce qu'il y a plusieurs Les Éclaireuses, 700K sur Snapchat, si ça n'a pas changé, 350 millions de contenus, je l'ai dit, et 4 millions de visites ultra ciblées par mois. Quelle est la force aujourd'hui de ce média digital et ce qu'il propose ? Je pense que c'est un média, en fait, on l'a créé vraiment comme une bonne copine. En fait, quand on est avec une bonne copine, on va parler du dernier film de Tarantino, on va parler des dernières chaussures ou sacs à main qu'on a achetés. Du mariage de Ben Affleck et J-Lo. Du mariage de Ben Affleck et J-Lo. Mais on va également parler du dernier discours de Emmanuel Macron. Et en fait, la force des Éclaireuses, c'est de traiter tous ces sujets-là de manière pertinente et aussi impertinente, c'est-à-dire aussi avec un peu de légèreté, d'autodérision, de sarcasme. Et finalement, Les Éclaireuses, c'est ça en 2022 et d'ailleurs en toutes les années, c'est une bonne copine. Sur Les Éclaireuses, on apprend, on prend des astuces, on prend des conseils, on discute de l'actualité. Oui, on discute de l'actualité, on parle de ce qui nous a ému, ce qui nous a révolté.
Donc il y a un petit mélange de tout ça, la bonne copine, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a ce qu'on appelle le brand content. Pas tout le monde sait ce que c'est le brand content. Dites-nous tout. Alors le brand content, c'est de la publicité ciblée pour les marques. Donc comme tous les médias traditionnels, c'est-à-dire que notre principale source de revenus, c'est la publicité. Et nous, ce qu'on a voulu créer, c'est de la publicité 100% sur mesure pour les marques. Ça prend l'apparence soit d'articles, soit de vidéos, soit d'événements, donc soit de podcasts, pourquoi pas une radio prochainement aussi. Mais voilà, ça peut prendre en fait tous les types de contenus. Mais l'idée, voilà, c'est de créer en fait des publicités un peu innovantes pour les marques. Aujourd'hui, nous, on pense qu'une marque, elle est plus juste là pour vendre en fait. Elle est là pour inspirer, pour s'engager aussi, pour fédérer. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les marques. C'est de pousser leurs produits ou leurs services, mais toujours d'une manière un peu plus innovante que ce qu'on a l'habitude de voir. Et la visibilité de ça, c'est sur les réseaux sociaux des éclaireuses ou sur les réseaux sociaux de ces marques-là? Ça peut être les deux. Des réseaux sociaux des éclaireuses, les réseaux sociaux de la marque, sur notre site internet, le leur. Il y a aussi ce que vous appelez le testing produit. Vous appelez ça les testeuses. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, on s'est aperçu que, en fait, c'est un peu comme des réunions Tupperware de l'époque. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les marques, avant de lancer un produit, elles devaient le faire tester auprès de consommatrices assez ciblées pour voir si le produit plaît, ce qu'il faut changer, enfin toutes les questions qu'une marque se pose avant de mettre en circulation un produit. Donc en fait, on avait la chance d'avoir une assez grosse communauté. Donc on l'a dit à toutes ces femmes, est-ce que vous avez envie de tester des produits gratuitement en échange simplement de nous donner votre avis? Évidemment, on en a énormément qui ont répondu à l'appel. Donc aujourd'hui, on a plus de 150 000 testeuses sur les testeuses. Alors, on a toute envie, je crois, de tester les derniers produits, d'être à la page et de voir ce qui va arriver sur le marché. Exactement. Donc en fait, elles sont 150 000 à avoir répondu à un questionnaire de plus de 20 questions. Donc on sait absolument tout sur leur routine, aussi bien de beauté que de quotidien, même leur métier. Voilà, on connaît plein de choses sur elles. Et l'idée, c'est que quand une marque vient nous dire, voilà, je veux par exemple, je lance un shampoing sur les cheveux blonds, je veux qu'une femme qui achète ses produits en supermarché, on va lui choisir un petit échantillon de femmes. Et ces femmes-là vont bien vouloir, si elles le veulent, tester le produit et donner leur avis. Elles sont rémunérées pour ça? Non, elles ne sont pas rémunérées pour ça, mais elles ont le produit. C'est un petit peu comme une réunion de consommateurs ou comme une influenceuse aujourd'hui, parce que maintenant, sans gagner de l'argent comme les vrais influenceurs, on peut tester le produit et on est de nombreuses femmes à vouloir faire ça. Et surtout en exclusivité aussi. C'est des produits qui ne sont pas sur le marché généralement aussi. C'est l'avant-garde, l'avant-gardisme, on adore ça. Comment vous avez compris les besoins de votre auditoire et des futurs followers avant même que vous les ayez? Comment vous avez trouvé vos abonnés aussi? En réalité, c'est du test. Ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'on a une intuition, donc on la teste. C'est aussi ça le pouvoir des réseaux sociaux, donc ça nous permet d'être en contact directement avec notre communauté et donc avec le public et ou les consommateurs, donc on peut avoir un avis presque quasi instantané en fait. Donc on a toujours testé nos idées et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on modifie ou on supprime. Et c'est comme ça qu'on a avancé pas à pas. Après, on a toujours été assez proche de notre communauté, donc à nos débuts, on les a même appelées au téléphone pour savoir ce qu'elles aimaient, ce qu'elles voulaient voir, ce que c'était pour elles les éclaireuses. Et continuellement, on continue un peu à les questionner. Et finalement, c'est même plus nous qui faisons les sujets, mais c'est clairement elles. C'est-à-dire que quand elles nous posent une question, la meilleure manière d'y répondre, c'est par un contenu, quoi. Vous avez utilisé des méthodes originales pour prendre contact aussi avec les agences de publicité? Oui, ça remonte. C'était le début. C'était le début. Oui, en réalité, les budgets publicitaires des marques sont généralement gérés par des agences publicitaires. Sauf que ces personnes-là ont très peu de temps parce que beaucoup de marques, beaucoup de campagnes, beaucoup de travail. Des appels d'offres aussi avec des agences qui connaissent bien. Et elles travaillent aussi nuit et jour, donc c'est très compliqué de les catcher. Et donc, on a fait des pieds et des mains pour essayer de les catcher. J'ai déjà fait des petites affiches avec écrit « Wanted » avec leurs photos en bas de leur bureau parce qu'elles ne me répondaient pas au téléphone. On a déjà créé des
des fausses campagnes publicitaires à l'époque, on n'en avait jamais eu pour leur prouver que vous étiez capable. Qu'on était capable d'en créer. Mais bon, c'était un petit raté parce que finalement, c'était une marque qui ne faisait pas de campagne publicitaire. Donc, on s'est fait démasquer au grand jour. Mais on a toujours eu un peu ce culot, cette audace, le fait d'oser, voilà, de taper à la porte. Et puis, si on nous ouvre pas la porte, de rentrer par la fenêtre, la cheminée, le trou de la serrure, tout. Vous pensez que ça, c'est très important quand on veut monter sa boîte, devenir entrepreneur, auto-entrepreneur, d'avoir ce culot de forcer? Oui, je pense que la détermination, le fait d'oser, le fait de pas avoir peur un peu de bousculer, voilà, clairement, notre place, on ne va pas nous la donner sur un plateau d'argent, il va falloir un peu aller la chercher, toujours dans le respect et la bienveillance évidemment, mais c'est quelque chose de très important parce que la vie d'une entrepreneuse ou d'un entrepreneur est ponctuée de hauts et de bas et va falloir un petit peu s'accrocher et aller taper aux portes. Alors au début, quand vous démarrez Mélodie Madar, 5 000 € à peine pour monter un site internet, à quel moment vous faites une levée de fonds? Puisque je crois que ça a été votre cas, une première levée de fonds de 300 000 € je crois. C'est ça, en fait on a fait une petite levée de fonds au bout de 1 an. En fait on s'était fixé un objectif, mon associé et moi, c'est-à-dire que voilà, on avait quitté nos travails respectifs, on sortait tout juste des études et on s'est dit bon bah voilà, on lance un projet, on se laisse 1 an, on a la chance aussi d'avoir cette famille qui nous supporte autour de nous, donc on se laisse 1 an avant de voir si notre projet va prendre. Et à la fin de l'année, on s'était fixé 2 objectifs, celui de construire une communauté. On n'avait pas vraiment fixé de chiffre, mais voilà, le fait de sentir quand même une traction et de se dire bon bah voilà, on a quand même créé et fédéré une communauté. Et la deuxième, c'était une levée de fonds parce que on s'est dit on peut pas arriver en fait les mains vides à une levée de fonds et d'arriver juste avec une idée. Il va falloir aussi qu'on leur prouve avec des chiffres. Donc on a justement construit cette communauté pendant 1 an et puis après on est arrivé juste avec des chiffres devant des investisseurs. On leur a dit bah regardez cette traction, c'est pas une traction qui arrive très souvent. Et très vite, ils ont signé pour cette petite levée de fonds de 300 000 €. Et depuis, on est une entreprise qui est rentable. Donc, on n'a pas fait de nouveau de levée de fonds. Donc, à ce moment-là, vous arrivez à convaincre avec combien d'abonnés à peu près? J'ai pas les chiffres en tête et je me souviens pas nécessairement, mais ça devait être à peu près 100 000 abonnés. Et c'était principalement, ce qui était pas mal. Et c'était principalement sur Facebook à l'époque. Il n'y avait pas encore Instagram, Snapchat, TikTok et tout ça. C'est une très belle évolution en tout cas. 5 ans après, alors, en 2019, vous lancez un second média, Mélodie Madar. C'est Qui la bosse, la première communauté de girl boss de France avec plus de 320 000 followers aujourd'hui. Quelle est la mission de ce média ? Alors, la mission de ce média, c'est booster l'empowerment au féminin. C'est booster la confiance en soi et l'acceptation de soi, parce que si on veut booster l'empowerment, il faut forcément travailler sur sa confiance en soi. C'est aussi stimuler l'ambition. C'est quelque chose qui est important pour nous dans notre parcours d'entrepreneuriat. Donc, on avait aussi envie de démocratiser le savoir et démystifier l'échec. Et c'est aussi, comme toujours, et même sur les éclaireuses, c'est d'éveiller les consciences sur les sujets d'actualité et sur tous les sujets qui concernent les femmes. Des sujets importants. Je crois savoir que vous organisez aussi des réunions Tupperware, on en parlait tout à l'heure. Vous organisez des événements autour de ces femmes actives qui bougent et se bougent. Le dîner des boss. Oui, je l'ai fait une première édition, on l'a fait cette année. L'idée, c'est que... j'ai toujours aimé connecter les femmes entre elles, pas que d'ailleurs. Durant toute mon aventure entrepreneuriale, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes avec des parcours assez passionnants. Et puis, on est quand même un média qui prône assez la sororité, donc, et même la solidarité, sans évincer les hommes évidemment. Donc, j'avais envie de créer un dîner qui rassemble en fait toutes ces femmes que j'ai adoré rencontrer dans mon parcours. Et puis, l'idée, c'est que chacune vienne avec une relève, entre guillemets, donc une jeune pousse entrepreneuse et les aider, en fait, à grossir, à créer des synergies entre les business. Et d'ailleurs, à la fin de ce dîner... c'était plutôt réussi, quoi. Il y a eu beaucoup de synergies Beaucoup de synergies, puis après les unes peuvent s'entraider, travailler ensemble, faire cette synergie-là. C'est une tendance que j'observe qui commence à prendre aussi dans de nouveaux réseaux de femmes qui émergent. Pour la communauté, on a Jewel, créé en 2016, par et pour des femmes juives entreprenantes par exemple, ou encore la Viso par Diana Paola Levy, où les femmes et leurs droits sont revendiqués et défendus pour ce qui est du communautaire. Est-ce que cela montre des résultats ?
vous nous dites qu'il y a cette synergie entre elles, mais est-ce que à terme, c'est important aussi de rester entre femmes pour se booster, ou finalement on fait un peu le chemin inverse en se disant l'égalité, les hommes et les femmes, on se met un peu en marche pour mieux avancer? Non, je pense que c'est important. En fait, je pense qu'on a été, dès notre plus jeune âge, éduqués un peu comme des rivales. Là, on avait juste envie de prôner en fait la sororité, l'entraide entre femmes, mais sans jamais évincer les hommes. En fait, c'est juste que c'est assez cool, je trouve, de se rencontrer en tant que femmes qui faisons le même métier. On a les mêmes embûches, les mêmes galères, donc et parfois même les mêmes objectifs aussi. Donc l'idée, c'est de se soutenir, mais toujours avec les hommes. Et je pense que on est en fait pour un féminisme c'est-à-dire pour l'égalité des femmes, pour l'égalité des sexes, et pas un féminisme contre les hommes en fait. Pour co-construire en fait un monde égalitaire, il faut que ça se fasse aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Et il faut aussi se soutenir entre femmes, puisque ça Évidemment. n'a pas toujours été le cas. Un sujet qui est difficile pour les femmes et que vous démocratisez aussi, que vous évoquez, c'est cash sur la table. Alors qu'est-ce que c'est? Alors là, Cyrielle, bravo. Je vous remercie. Ce n'est pas encore sorti, mais bientôt. En fait, on s'est aperçu que, et nous les premières d'ailleurs, que les médias féminins ne traitent pas de finances, d'indépendance financière, d'éducation financière. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi dans aucun média féminin, il n'y a pas une rubrique finance? Donc en fait, justement, en octobre, nous allons lancer Cash sur table, qui est le premier média qui démocratise en fait la finance et l'éducation financière, principalement réservée aux femmes. Pour défendre ses intérêts, surtout quand on est face à un employeur qui voilà, vous dit c'est tant et pas autrement, pour pouvoir aussi se défendre et défendre son travail, ses projets et être payé à sa juste valeur. Bien sûr, mais pas que. Alors évidemment, c'est mieux pour négocier son salaire, mais c'est aussi les femmes aujourd'hui travaillent, les femmes gagnent de l'argent, mais en fait on a peu ou pas appris à le gérer. C'est vrai. Donc c'est aussi comment l'investir, dans quoi, leur donner toutes les clés en fait pour se construire un patrimoine et le gérer. Vous devenez courtier. Pourquoi pas. Un petit peu ça. Un nouveau projet également très intéressant, Propulseur. Ça se raconte. Qu'est-ce que c'est? Alors Propulseur, c'est notre incubateur féminin de start-up qui va voir le jour d'ici la fin septembre, qui est actuellement en travaux. Et en fait, ça fait 7 ans qu'on met en lumière les femmes, qu'on met en lumière ces femmes qui osent, qui créent, qui sont entrepreneurs. Et on avait très envie, finalement, c'était un peu la suite logique, de passer de la mise en lumière à l'accompagnement, en créant un véritable lieu de vie où vont se succéder des startups, mais aussi des coachs, des experts, des masterclass pour aider ces femmes qui entreprennent à faire croître et évoluer leurs projets en fait. Mélodie Madar, une question, 2 questions en une. Cette année, vous faites partie du classement des 40 femmes les plus influentes de France selon le magazine Forbes. Comment vous vivez ça et quelle est la clé de la réussite? Alors, très touchée. Une consécration parce que c'est un magazine que je lis depuis toute petite. Ils ont un classement aussi qui s'appelle les 30 Under 30, donc c'est un peu les jeunes espoirs de moins de 30 ans. J'ai 32 ans, donc je n'ai pas fait partie de ce classement. Et ça a été vraiment un goal pour moi durant toute ma carrière entrepreneuriale. Mais finalement, de faire partie des femmes Forbes, c'est limite encore mieux c'est une belle consécration. La clé du succès, la recette du succès, je sais pas si je peux la donner encore, mais je pense que c'est une pensée d'insouciance et d'innocence, une bonne poignée de détermination et de conviction, et beaucoup de travail, parce que le travail paye. Et aller au bout de ses rêves. Très important. Vous restez avec nous, bien sûr. On continue cette émission avec mon invitée Mélodie Madar, cofondatrice des médias Les Éclaireux, C'est qui la bosse et bien d'autres encore. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Restez avec nous, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
15h33 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Mélodie Madar, cofondatrice des médias Les Éclaireuses et C'est qui la bosse. Et dans cette partie d'émission, Mélodie, on découvre toute la culture du moment ou bien d'avant selon vos goûts. Et aujourd'hui, on va découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou bien qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, on va faire le coup de ciseaux avec Hélène Kuttner qui nous emmène au théâtre. Mélodie, bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Mélodie, bonjour Jérôme. C'est vrai que pour préparer ma chronique spectacle, il me fallait avec Cyrielle connaître vos goûts en matière de théâtre. Et quand j'ai su que l'un de vos coups de cœur était Dernier coup de ciseaux, une pièce qui poursuit actuellement sa 11e saison pour cause de succès au Théâtre des Mathurins avec plus d'1 million de spectateurs et plus de 3000 représentations. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis précipitée pour la découvrir, car il faut avouer sereinement que je ne l'avais pas encore vue. Et vous êtes allée voir cette pièce ce week-end, Hélène. Qu'est-ce qu'elle explique justement et qu'est-ce qui explique un tel succès ? Cyrielle, c'est le concept. C'est le concept de la pièce qui fait le succès. En fait, c'est une comédie policière interactive, c'est-à-dire que ce sont les spectateurs, Mélodie pourra me le confirmer, qui, aidés par les indices et les personnages et de l'enquête de police, qui doivent découvrir le vrai coupable. Alors, nous sommes dans un salon de coiffure du 8e arrondissement, pas trop loin d'ici, avec un coiffeur hystérique et survolté, incarné par un incroyable Pierre Samuel en short jaune moulant, assisté d'une shampouineuse nommée Alizée, aussi fantasque que lui, une rousse sensuelle en robe écarlate qui oublie souvent de se taire. Tous les rôles sont joués d'ailleurs en alternance avec une distribution explosive et les personnages eux-mêmes se font appeler des prénoms même des comédiens. Alors parmi les clients, il y a une grande bourgeoise amoureuse d'art contemporain qui est jouée par Marie-France Santon, surnommée Madame Télérama, un producteur de télévision au passé louche que l'on soupçonne lié à la shampouineuse sexy, mais aussi un commissaire de police à la mine patibulaire et son acolyte Benet qui se font tailler la barbe sans dévoiler pour l'instant leur vraie fonction. On en écoute un extrait. Il est revenu en disant que la dinde avait brûlé. Bah ça vous fait un mobile. C'est pas vrai, mais elle était comme une mère pour moi. Je suis allé jusqu'à ma voiture, j'étais garé sur une place handicapée. Hein ? Livraison. Il avait dit livraison. Oh oui, c'est vrai. C'est elle que j'aimais pas son fric. Si vous faites ça, il n'y a plus de mobile. Alors, on a l'impression que c'est une comédie, mais finalement, ça va partir en drame criminel. Exactement, parce qu'on vous attendait le mot mobile. En fait, il y a un crime qui s'est passé pendant que le petit monde s'agite et se trémousse dans le salon de coiffure, que la mousse à raser projette sur les murs des nuages roses et que les clients dégoulinent de shampoing et d'eau, laqués comme des poulets, sans faire un jeu de mots, je l'ai fait, un meurtre est commis à l'étage au-dessus. Une célèbre pianiste qui avait l'habitude de pratiquer d'interminables gammes avant d'enchaîner sur un magistral concerto pour piano de Chopin, aux grandes dames de tout le salon qui vivaient un enfer sonore, est assassinée. Et les 2 policiers qui étaient plantés devant l'immeuble ne sont pas du tout sortis, donc les 2 coupables sont obligatoirement dans le salon de coiffure. Ce qui fait qu'à 45 minutes de la représentation, Cyrielle, le commissaire démasqué demande au régisseur d'allumer la lumière, on est tous dans la lumière, pour discuter des indices possibles et ce sera donc au public, c'est-à-dire à nous, d'intervenir, de poser des questions, de faire des hypothèses. C'est génial. Donc on doit deviner. On doit deviner. C'est interactif. Interactif et nous sommes interrogés et le policier aussi ensuite interroge chacun des personnages. C'est-à-dire que l'enquête se déroule en même temps sur scène et en même temps dans la salle. Et tous les soirs, ou les après-midi, parce que moi j'ai été le week-end, les comédiens improvise en fonction des réponses du public. Ah, c'est génial. Ah non, mais là, moi, je suis convaincue. Et donc, vous nous disiez, Hélène, la pièce, au départ, elle n'est pas forcément jouée en France. Enfin, on se l'est dit en off, elle est jouée aux États-Unis, c'est ça ? Voilà, elle a été créée aux États-Unis, elle est jouée aux États-Unis, elle est signée d'un Américain, Paul Burtner, qui crée un spectacle autour d'une vraie enquête policière pour lequel il demande aux spectateurs d'intervenir. On est donc en 1978 à Boston et les Américains Marilyn Abrams et Bruce Jordan assistent à l'une des représentations et décident d'en faire un spectacle tout public, c'est-à-dire de transformer cette étude médicale au départ en comédie policière. Et aujourd'hui, la pièce se joue toujours, c'est-à-dire dans le Guinness Book des records, elle trône aux 3 premières places des pièces de théâtre les plus jouées
aux États-Unis. La première, c'est Boston, la seconde, c'est Washington et la troisième, c'est Philadelphie. Alors, les auteurs, les adaptateurs français Sébastien Azopardi et Sacha Danino ont astucieusement adapté le texte anglais en l'adaptant justement pour la vie parisienne et assuré la mise en scène et parviennent à signer avec une brochette d'acteurs en or un spectacle délirant, réjouissant. On rit beaucoup, on est en même temps, il faut se tenir, on est pris par les indices et on doit rester attentif à chaque geste, à chaque parole parce que ensuite on devra quand même formuler des hypothèses du crime. C'est 2 heures de spectacle haletant, réjouissant qu'on peut savourer en famille. Les familles viennent, les enfants, les adolescents, c'est formidable. Et est-ce que vous avez participé, Hélène ? C'est ça que j'ai envie de savoir à l'enquête policière. je prenais un peu des notes, je levais les mains, j'ai levé la main évidemment. Vous avez essayé. Exactement. Et vous, Mélodie aussi ? Mais moi, j'y suis allée le voir plein de fois, ce spectacle, parce qu'en fait, la fin n'est jamais aussi toujours la même. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Et finalement, comme c'est interactif, c'est jamais le même spectacle en fait, et c'est ça que j'aime bien. Eh bien écoutez, dernier coup de ciseau au Théâtre des Mathurins, c'est en ce moment. Il faut aller voir cette pièce qui a l'air formidable. Et puis je crois que ça vous va assez bien ce titre quand même, Mélodie Madar, parce que je sais que les cheveux c'est très important pour vous. Votre brushing est incroyable. Alors il faut le dire pour ceux qui sont en Facebook Live, un brushing blond parfait wavy, très entretenu. Je suis très jalouse. Merci beaucoup Hélène Kuttner, et tout de suite c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. L'émotion de Jérôme Goulon. Radio J. On aime beaucoup, on se laisse bercer. Oui, j'aime bien on a l'impression que... Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Mélodie. Je suis encore de la tête dans la chronique d'Hélène. On est d'accord, on a été embarqués. Et ça m'a vraiment donné envie d'aller voir cette pièce. On va tous y aller. Bref, on change de registre puisque c'est le moment de la chronique émotion. Wow. On va s'intéresser, Mélodie, à vos goûts personnels et aux artistes qui vous font vibrer. On commence en musique. Alors, vous nous avez confié que votre playlist, c'était la playlist de votre fille de 3 ans. Oui. À savoir du Disney. On va malgré tout épargner, libérer, délivrer à nos auditeurs. Et on commence donc avec votre artiste préféré. Il s'agit de la rappeuse Diams qui a pris sa retraite en 2012 mais qui est revenue récemment, cette année, dans un documentaire sur sa vie intitulé Salam, disponible sur la plateforme Brutix. On écoute un extrait et on en parle après. Alors on entend la chanson Lily, vous l'aurez compris, Mélodie, je n'ai pas choisi cette chanson au hasard, puisque vous-même, vous avez appelé l'une de vos filles Lily, en hommage à Diams, dont vous êtes totalement fan. Le prénom de votre autre fille, Georgia, est d'ailleurs lui aussi une référence au nom de jeune fille de la rappeuse Georgiade, si je prononce bien. Vous confirmez, Mélodie ? Alors, je confirme. Alors, il y a Lily, c'était aussi parce que je connais une chanson de Diams, mais il y avait plein de chansons. Et pour le côté Georgia, où elle s'appelle Georgiades, Mélanie de Diams. Et c'est vrai que après j'ai fait le rapprochement. Alors sur Georgia un peu moins, mais sur Lily, oui, ça faisait partie de complètement mes registres musicaux. Donc un bel hommage à Diams. Alors Diams, une artiste aussi controversée, puisqu'en 2012, elle a brutalement arrêté sa carrière. Elle s'est convertie à l'islam et apparaît depuis en burqa, ce qui a suscité de très nombreuses critiques et polémiques. Beaucoup de fans n'ont pas forcément apprécié le changement radical de son mode de vie, avec l'impression d'être abandonnée. Et vous en faites partie, Mélodie. D'ailleurs, il y a quelques mois, à l'occasion de la sortie du documentaire de Diams, un Salam, vous lui avez écrit une lettre ouverte pour lui clamer votre amour, mais aussi votre frustration. Une lettre qui montre à quel point Diams vous touche, puisque vous écrivez, je vous cite, après tout on est dans la chronique émotion, « Tu savais si bien choisir les mots pour raconter nos mots. Chaque moment de mon adolescence a été ponctué par une de tes chansons. Les plus poignantes m'ont consolé dans mon lit. Moi aussi, avec toi, je reprenais le goût à la vie. » Ce sont des mots de vous, Mélodie. Des mots très forts. De toute évidence, Diams a été un précieux soutien pour vous. Oui, mais voilà, vous ne semblez toujours pas avoir digéré son changement de vie, puisque vous poursuivez votre lettre ouverte en écrivant « Tu nous as laissés comme orphelins. Quand j'ai appris ton retour, mon sang n'a fait qu'un tour, mais finalement tu nous laisses sur notre faim. Tu nous accueilles à nouveau dans ta vie, mais au final sans chute, sans rien. Encore un adieu ou un au revoir, on ne sait pas très bien. Ce documentaire, c'est un exutoire pour toi, mais une nouvelle séparation pour nous. Je t'écris ces quelques lettres à mon tour comme un SOS. Est-ce que tu comptes un jour nous ramener dans ta bulle ?» Alors quand on lit votre lettre ouverte à Diams, Mélodie, on sent énormément d'émotions, voire même un traumatisme. Ce changement de vie de Diams, son éloignement de son public, ça vous bouleverse à ce point? Alors déjà pour la lettre, ce sont mes mots, oui, mais en fait chaque ligne
est une parole de ses chansons. Donc c'est vraiment un texte un peu à double sens, c'est-à-dire que si on connaît comme moi sur le bout des doigts chaque chanson de chaque album de Diams, en fait c'est juste en fait ces mots à elle que j'ai appliqué dans mon ressenti en fait. Donc oui, je suis assez triste de cette séparation parce que je trouve que c'est une artiste qui avait une plume exceptionnelle, qui était très avant-gardiste et quand on écoute encore ses musiques aujourd'hui, ça résonne plus que jamais encore aujourd'hui. Donc c'est dommage de voir qu'elle a décidé de tout couper avec son public. Après, elle a ses raisons et puis elle était, comme elle le dit dans son documentaire, dans un mal-être. Donc on n'est pas là pour souhaiter le mal-être de son idole non plus. Mais j'ai pas très bien compris ce retour avec le documentaire Salah. On change de registre puisque après Diams, il y a une autre artiste française qui figure dans votre playlist. Cette artiste, c'est Jennifer et une chanson vous plaît en particulier, c'est Sauf qui aime. On écoute un extrait. Ah, j'adore. Alors un son très jazzy, très girly. On peut écouter donc le titre Sauf qui aime, sorti en août dernier, extrait du prochain album de Jennifer, qui verra le jour le 4 novembre prochain. Jennifer, une artiste qui vous touche aussi, Mélodie. D'ailleurs, quand on regarde le compte Instagram des Éclaireuses, on trouve en publication épinglée une interview que vous avez faite d'elle, c'était en partenariat avec Brown, je crois. La chanteuse se confie en déclarant « Je n'ai pas toujours eu confiance en moi, c'est le temps qui fait que j'apprends à me faire confiance. Il ne faut pas hésiter à partager ses complexes pour se sentir moins incomprise. » Jennifer dénonce ensuite les dictats de la beauté, puisqu'elle déclare « Je me bats contre tous les stéréotypes et tous les pièges dans lesquels on peut tomber aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les effets de filtre, c'est hyper mensonger. » Elle poursuit en disant « Il ne faut pas tomber dans un calque pour ressembler à certaines personnes. Il faut s'adapter à ce que nous a offert la vie et faire en sorte de se sentir bien avec soi-même. » Alors Mélodie, vous connaissez les réseaux sociaux par cœur, vous les maîtrisez sur le bout des doigts. Les filtres Instagram ou Snapchat, c'est en effet devenu une norme pour beaucoup de jeunes filles, voire même un danger. Puisque vous partagez les mots de Jennifer, on imagine que vous êtes d'accord avec elle sur le danger des dictats de la beauté. Alors, quel message vous voudriez adresser aux jeunes filles qui nous écoutent à ce sujet ? De s'aimer. Alors, c'est très facile à dire et moins facile à faire, mais moi, c'est un travail que j'essaye de faire sur moi-même régulièrement. Je pense que on est là justement pour leur donner confiance en elles, essayer d'accepter qui on est et de ne pas se préoccuper justement du monde et du jugement qu'on peut voir et essayer, en fait, on parle souvent de Instagram vs reality, on essaye en tout cas sur les Éclaireuses de plus montrer la reality. Et c'est pour ça aussi qu'on reçoit beaucoup de personnalités, quand on les reçoit en interview pour des promos, pour des partenariats, peu importe, on essaye de faire en sorte de les faire parler sur des sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude de les voir parler. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette interview, elle est épinglée, parce qu'en fait, c'est des mots qu'on n'a pas l'habitude de voir ni d'entendre de la part de Jennifer, quoi. Et on est là, quand on reçoit des invités et des personnalités, on essaye au moins de faire en sorte qu'ils parlent aux générations futures ou à leurs moi plus jeunes. Au plus grand nombre aussi, et que ce soit pas une petite niche de personnalités célèbres qui racontent la célébrité, mais plutôt la vraie vie. On va quitter la musique et on poursuit avec du cinéma. Quels sont les films que nous conseille Mélodie, Jérôme ? Alors on va parler de deux films qui parlent à notre invité du jour, Mélodie. L'un sorti en 1998 et l'autre qui sera en salle en novembre prochain. Alors le premier, c'est un film culte. Il fait partie de vos préférés. Il s'agit du Dîner de cons. Je pense que c'est un film qu'on peut revoir 100 fois sans jamais se lasser. Oui. En tout cas, c'est mon cas. On ne va pas nous bouder notre plaisir. Voici un petit extrait. Oui, il est là. Il a une belle tête de vainqueur. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Quand on est con, on est con. Alors, on a pu entendre le duo Thierry Lhermitte, Jacques Villeray, on ne s'en lasse pas. Alors, saviez-vous que les dîners de cons existaient vraiment, Mélodie? Castel, le célèbre établissement parisien, était connu dans le milieu pour accueillir des dîners de cons. Et Francis Weber, le réalisateur du film, a confié qu'il s'était inspiré d'une histoire vraie, en l'occurrence la sienne, puisqu'il avait été lui-même invité à un dîner de cons chez Castel. On lui avait demandé toute la soirée de parler de la construction d'un scénario, ce qu'il adorait faire, un peu comme Pignon avec ses boîtes d'allumettes, enfin
avec ses allumettes. Il s'est donc rendu compte un peu plus tard, malheureusement pour lui, qu'il avait été le dindon de la farce. Alors pour l'anecdote, l'un des adeptes des dîners de cons, c'était Jacques Martin, le célèbre animateur télé, qui s'adonnait très souvent à cette pratique et qui a été l'un des organisateurs du dîner de cons contre Francis Weber. Voilà, ça casse le mythe de l'école des fans. Eh bien, vous savez quoi, Francis Weber va nous le raconter puisqu'il sera bientôt notre invité. Il pourra vous en parler. On lui posera la question. Vous pourrez en parler. Alors finalement, donc la morale de cette histoire, c'est que les plus cons ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Ça pourrait être aussi une citation que vous avez mise hier sur le compte Instagram des éclaireuses, la morale, une citation plus que jamais d'actualité, puisque elle dit, c'est sur votre compte Instagram, aujourd'hui trop de personnes ont honte de leur corps, trop peu de leur mentalité. Je trouve que c'est très adapté. Et pour finir, Jérôme, vous nous parliez d'un deuxième film. Oui, alors après le dîner de cons, le deuxième film que vous nous conseillez, Mélodie, c'est un film qui n'est pas encore en salle. Il sera dans les salles en novembre, si tout va bien, et il s'appelle She Said. Alors She Said, ça raconte l'histoire de deux journalistes du New York Times, Meghan et Jody, qui ont mis en lumière l'un des plus gros scandales sexuels ayant frappé Hollywood et même le monde entier, j'ai envie de dire. Les deux journalistes sont en effet à l'origine du mouvement MeToo et de l'affaire, de l'éclaircissement de l'affaire Weinstein. Leurs investigations ont permis de briser des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma, notamment. La lutte contre les violences faites aux femmes, un sujet qui vous touche forcément, Mélodie, vous qui dirigez un média féminin. Et c'est l'occasion de vous demander, Mélodie, puisque c'est une question que je voulais évoquer avec vous tout à l'heure, vous qui parlez aux femmes et qui avez des femmes comme auditoire, etc. Est-ce que vous avez justement permis à ces femmes de changer ou de libérer la parole ou de dire des choses, peut-être voire même aider avec des messages que vous avez pu recevoir sur ce genre de sujet comme la libération de la parole? Évidemment, notre but c'est de mettre en lumière les femmes, donc c'est aussi mettre en lumière leur parcours, leur histoire et dans le but de libérer la parole et de faire du bien aux autres et à toutes celles qui peuvent subir ce genre de violence-là. Donc oui, comme on est, comme on l'a dit aussi précédemment, des bonnes copines, donc on reçoit beaucoup de témoignages et on essaye en tout cas de les faire passer devant la caméra pour libérer la parole sur ces sujets-là. Et récemment aussi, l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant, on a créé une campagne de levée de fonds pour la Maison des Femmes, donc qui est justement une maison qui aide les femmes qui sont victimes de violences conjugales et pas que d'ailleurs, pour construire une autre Maison des Femmes à Marseille. C'est pas avec la femme de Thomas Sisley? Avec Sandra, oui, voilà, elle était Sandra. Dedans aussi également, Sandra Sisley. Et en fait, on a créé toute une campagne publicitaire avec 20 personnalités qui sont venues en fait lire un espèce de petit texte où on a demandé en fait à toute notre communauté de donner 1 euro parce que tout le monde a 1 euro à donner. Et en fait, en 2 semaines, on avait levé 150 000 euros et une deuxième maison des femmes ont vu le jour à Marseille grâce aux éclaireuses. Donc, comme je le disais pour les marques, les médias aussi, on n'est plus juste là pour informer, on est là pour fédérer, porter des causes. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec les éclaireuses. Et c'est très bien. Pour conclure, Jérôme Goulon. Puisqu'on parle de ce sujet, en début de chronique, on parlait de votre chanteuse préférée, Diams, qui, on le rappelle, a été battue par son compagnon quand elle était mineure et qui a même fait une tentative de suicide. Elle a d'ailleurs choisi son pseudo Diams en référence au diamant, une pierre qu'on ne peut pas briser. Cette souffrance, elle la raconte dans ses textes. Je terminerai d'ailleurs cette chronique en citant l'un d'eux, puisque Diams a écrit « Si c'était mon dernier morceau, j'aimerais qu'on se souvienne que derrière mes balafres se cachait une reine ». Un beau message qui va dans le sens du film She Said, qui nous rappelle que plus jamais les reines ne doivent être cachées par des balafres. Merci. Magnifique. Merci beaucoup, Jérôme Goulon, pour cette très belle chronique et ça fait plaisir aussi d'écouter Diams. Mélodie Madar, maintenant, tout de suite, c'est le coup de fourchette de Mendoul et il vous mange sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Mendoul. Bonjour Cyril. Bonjour. Je sais pas, je suis venu, on parlait du dîner de con, je viens d'arriver, c'est pas moi le. On vous a pas invité pour ça, on n'est pas mercredi, c'est bon. Nous sommes découverts. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour Cyril, bonjour Mélodie Madar. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. C'est gentil. Mélodie Madar, cofondatrice du média Les Éclaireuses avec Chloé Saban. Un média pétillant, original, avec de la fraîcheur. On adore vraiment. Je cherche du travail. Mélodie avec Chloé, vous formez je suis embauchée. Mélodie avec Chloé, vous formez un duo magique, un peu à l'image de Léla Bectier et Jared Nakache dans Tout ce qui brille. Je cherche du travail. Alors toujours mon petit réflexe, c'est d'ausculter le Wikipédia de l'invité. Et là, patatras, parce que vous n'êtes pas sur Wikipédia. Mais pas de panique, Mélodie, car pour préparer l'émission radio,
Cyrielle et les équipes nous donnent des informations aux différents intervenants et chroniqueurs. Alors les autres intervenants, ils ont plein d'informations intéressantes. Cinéma, vous avez kiffé le dîner de con, Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Vous aimez Jennifer la chanteuse, fan inconditionnel de Diams. Vous aimez bien les comedy clubs, découvrez talents, etc. Ça, c'était les informations pour les autres intervenants de cette émission. Moi, j'ai eu droit à une info pour ma chronique. Elle aime le poulet. Allez, démerde-toi pour nous faire une chronique. Bon. Du coup, vous aimez le poulet, hein? Sous toutes ses formes. Voilà, c'est la fin de ma chronique. Comment je peux répondre là-dessus, je sais pas trop. Bon, après enquête, en creusant, j'ai découvert, Mélodie, avec stupéfaction, que vous vous appelez en réalité Christelle Anderson. Vous êtes d'origine suédoise. Je savais que chez nous, ça n'existe pas les blondes comme ça. Est-ce que devant la France entière, vous êtes prêt à avouer que vous n'êtes pas tunisienne? Absolument pas. Parce que je peux pas y croire. Vous avez le physique d'un mannequin à Balenciaga, c'est pas possible, on n'a pas ça chez nous. Alors vous savez quoi? Je vous fais un test de tunisiennerie. Allez, D'accord? c'est parti. Un petit test de tunisiennerie. Ah, on aime bien. Alors, juste pas sur la food. Ben, on est la mal. première, elle est food. Mais elle est facile, je te jure, elle est facile. Allez, vas-y. Quels sont les ingrédients d'un casse-croûte tunisien? Le pain, du thon, de la harissa, beaucoup d'harissa, encore de la harissa, des petites olives, un peu de capre parfois. Très bien. Et le citron en entier aussi qu'on met dedans. Citron Beldi, Voilà, zitoune. qu'on met en entier. Que fait-on juste avant que quelqu'un parte en voyage? On a une petite coutume comme ça. Ah là là, c'est même moi quand je rentre chez moi dans mon pays, on jette de l'eau sur la voiture. Très bien, ma mère elle Alors jette de une bassine. préférence dans un petit verre avec une petite cuillère, ça marche mieux. Ah ça je savais pas ça. Ah, Ok. je te donne les infos de Ok. tunisienne. Parce que ma mère elle me balance un marmite seau à chaque fois, je glisse après. Comment s'appelle le fameux restaurant tunisien Cacher à Belleville? Dernière question. Attends, j'ai un trou. Non mais Je savais que c'était suédoise. Devant toute la France vous regarde. René Gabin. Très bien, très bien. Bon, Parce ça va. que alors moi je Je vais vous du crois. côté de chez Nini par exemple. Ok, d'accord. Bon, ça va, je vous Dans crois. le 17e, on les embrasse. Vous avez passé le test avec brio. Merci beaucoup. La petite note d'instruction du jour, c'est ma petite habitude, je vous instruis parce que avec Cyril, voilà quoi. Alors, savez-vous, voilà, je rigole, c'était gratuit, je rigole. Alors, ça va, je suis comédien, voilà. Savez-vous d'où provient le doigt d'honneur, Mélodie? De d'honneur. Attends, j'ai plus suivi là, c'est encore. Non, là j'ai aucun gagné, c'est rapport. bon. Oui, là vous êtes tunisienne, ça Ok, c'est bon. c'est bon. Et en fait, Maintenant, je suis quoi? et là vous êtes tunisienne vraie. On va vous amener des fricassés, amenez-moi des fricassés s'il vous plaît. Non, en fait, là c'est le petit moment d'instruction, c'est-à-dire le moment où j'apprends quelque chose à les internautes. Non, je suis désolée, je ne sais pas d'où provient le doigt d'honneur. Le doigt d'honneur, d'où ça vient? Parce que c'était à l'époque, parce que la semaine dernière j'ai fait un petit truc qu'ils avaient bien aimé, là c'est aucun rapport. Mais... Alors, le doigt d'honneur, ça provient de la guerre entre les Anglais et les Français au Moyen-Âge. À l'époque, il n'y avait pas d'armes, c'était les arcs à flèches, il n'y avait pas de revolver, ça c'était des arcs à flèches. Donc pour tirer avec l'arc à flèche, c'était avec ce doigt-ci. Et donc, quand les Anglais capturaient un Français, il lui sectionnait ce doigt-là, comme ça il devient inoffensif, ne peut plus tirer de flèches. Et donc du coup, les Français, pour provoquer les Anglais, ils levaient le doigt, ils disaient venez me chercher le doigt. Voilà, c'est là d'où Très bien, donc je peux tirer sur vous, c'est voilà, ça? exactement. D'accord. La progression, Mais je Mendoul. vais le ressortir ce Vous voulez soir. nous c'est massacrer génial. là, je crois. Quoi? Vous voulez nous tirer dessus, c'est ça? Non, pas du tout. C'était juste la petite instruction du jour, comme ça, bon, on a appris quelque chose. Voilà, Bravo, voilà. on félicite. Alors, pas de transition trouvée, enchaîné comme si de rien n'était avec un autre sujet. Vous êtes parti où en vacances, Mélodie, si c'est pas indiscret? En Tunisie. Vous avez écouté l'émission, voilà. vous, dis donc. Comment ça? Oui. Mendoul, on en a parlé enfin. J'ai écouté l'édition. Dans le RER. J'étais dans le métro, je suis arrivé un peu En retard, voilà. Un peu en retard. On sait tout. J'aime bien faire mon petit jogging avant la radio. Vous avez raison. Alors, vous êtes parti en Tunisie, c'est ça? C'est ça. Ah, il y a écrit répondre sympa, peu importe la destination. Ok. Moi, j'étais à Juan-les-Pins, puis j'ai fini mes vacances à Tel Aviv, où je sais, j'aime bien être original et me détacher de ma communauté pour les vacances. À Tel Aviv, c'était marrant, il n'y avait plus aucun romantisme. Je voyais les garçons draguer avec leurs trottinettes, accompagner les filles au Shalvata à la maison, à leur crush à coups de trottinette, faire moitié-moitié sur leur addition au resto. En trottinette. À l'époque, ça a bien changé malheureusement. Vous me direz. L'euro a quasiment 3 shekels, ça veut dire le fustier au bord de plage, tu le payais 8 €. Le resto minimum 100 balles, sans compter le pourboire. C'était la folie cette année. On est tous revenus à poil de là-bas. Je suis venu avec un excédent de kilos, je suis parti léger comme une plume. Je comprends les gens quand ils louent une nuit d'hôtel, qui repartent avec la serviette, le peignoir. Vu le prix, les gens pensent que le mobilier est compris dans la nuit d'hôtel. J'ai même vu un pote repartir avec le pommeau de douche de son hôtel. Je vous jure, le pommeau de douche, il a dévissé le pommeau. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Bon, moi aussi, je vous avoue, j'ai 27 serviettes toutes neuves. Je vais ouvrir, je pense, une toute neuve. Ça peut aider. Ça peut aider. Je vais ouvrir une boutique de serviettes. Alors, demander à Mélodie de mettre la lampe de son portable. C'est possible? De faire quoi? De mettre la lampe dans son portable. Ah, la Vous voulez lampe. avoir un concert? Ouais, je fais un petit truc. Ok. Allez, Je vais voir comment ça faites se une passe. photo de moi, publiez-la sur les éclaireuses. La lampe. Voilà, c'est juste pour voir si c'est une vraie éclaireuse. C'est bon, merci. Alors,
Alors, la rubrique, c'est le coup de fourchette. Alors, je dois dire à Mélodie, à quel élément vous me faites penser, Mélodie comme une évidence, ce sera un éclair. Un éclair. Parce que vous êtes sucré et votre média a plusieurs parfums, café, chocolat, c'est goûtu, votre média. Parce que vous avez une longévité importante, votre média, et vous aurez une longue vie pour ce média qui va vivre très longtemps, jusqu'à 120 ans, comme on dit chez nous. Et 3, forcément éclaireuse, éclair, quoi. Bravo, voilà, c'est une très très bonne idée, bravo. Il y a une dernière petite chose. Vous avez un autre média qui s'appelle C'est qui la bosse, qui est très très intéressant, que je découvre, que je connaissais les éclaireuses et connu. C'est qui la bosse, c'est le petit frère, le petit bébé. Oui. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire une petite compétition. C'est qui la bosse entre Cyrielle et notre Mélodie. Oh non. Non mais c'est mignon. Allez, on est joueuses, C'est juste 3 petites questions. Meilleure note au bac. Ouh là là, mais dans quelle section? Oui. Terminale, le bac, le vrai bac. Oui, non mais d'accord, mais de français Non, la moyenne générale. Ouh là là, je sais plus. Non, honnêtement, je suis mention assez bien, non. 12, genre 12. Mélodie m'a eu. Ok, bon. Là, je vous avais obtenu votre permis. Alors là, t'as gagné. Non, c'est pas possible. Mon mari m'a demandé un mariage, il m'a dit vraiment, si t'as pas ton permis, il n'y a pas de mariage. 24 ans. Ouais, 24 ou 25 ans. Voilà, on est pareil, ex-aequo. Et la dernière petite question, celle qui a largué le plus de mecs. Ça, c'est compliqué. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Bon, on sait pas non plus, ça va rester notre mystère. Merci beaucoup, Mendoul. Merci beaucoup. Merci pour cette chronique. Pour les amateurs de votre humour, on peut vous retrouver sur différents plateaux et comédie club parisiens, mais aussi sur Instagram Mendoul Média. Vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre séquence tac au tac, les questions de nos auditeurs, notre coup de cœur du jour et notre experte Nathalie Daudrieux pour le portrait de notre invité. Restez avec nous, on revient dans un instant sur Radio J. 16h07 sur Radio J. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, si c'est le cas sur notre antenne. Tout de suite, on va passer à une séquence qu'on appelle la séquence tac au tac avec mon invitée Mélodie Madar, cofondatrice de Les Éclaireux. Je vois que vous souriez, Mélodie, parce que cette séquence, vous l'aimez bien. Cette séquence, je l'aime bien, mais elle me fait peur aussi maintenant parce que j'ai jamais fait l'exercice vraiment. Écoutez, on va essayer. Le principe, en tout cas, il est très simple. 10 questions et vous me répondez en 10 réponses courtes en 2-3 mots. On y va, c'est parti. La recette de l'amour, Mélodie Madar. La recette de l'amour. Ça fait 7 ans que je suis avec mon mari, donc je sais pas si j'ai la recette. Mais en tout cas, notre recette, je dirais du respect, de la bienveillance, de l'humour, de la joie et peut-être de la communication, mais là-dessus, je suis pas au top. Et de l'amour. La personne que vous aimez le plus au monde. Réponse de mère juive, mes filles. D'accord. Si vous aviez un super pouvoir, quel serait-il ? Tous les super pouvoirs, parce que je veux être une super héroïne. Par contre, je sais peut-être celui que je veux absolument pas, c'est de lire dans les pensées des gens. Ah oui ? Ouais, ça me fait peur. Ah bah écoutez, vous avez peut-être raison, parfois il vaut mieux ne pas savoir. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est un compliment qu'on m'a déjà fait et c'est quand j'ai des entrepreneuses qui viennent me dire que je les inspire ou que je les motive. Ça donne un sens à tout ce que je fais au quotidien. À l'heure où je vous parle, vous ressentez quelle émotion, Mélodie Madar ? À l'heure où je vous parle, il est quelle heure ? 16h08, donc j'ai le stress parce que aller chercher les enfants à l'école, leur donner le bain, à manger, les devoirs, tout ça. Ok, la suite de ce qui va se passer après. La plus belle qualité humaine pour vous ? La plus belle qualité humaine pour moi... Quand je regarde les femmes qui m'inspirent, je pense à Shonda Rhimes, Oprah Winfrey, Beyoncé. Et finalement, elles ont tout un point commun, c'est la détermination. Donc, je dirais la détermination. Vos 3 kiffs du moment, Mélodie Madar ? Le poulet et encore le poulet sous toutes ses formes. Ça va. Votre mot préféré ? Mon mot préféré... j'ai pas un mot, c'est le langage de mes filles, parce qu'elles parlent dans un langage assez marrant, on dirait des mignons. Donc elles disent pitine pour les copines, les pitins pour les copains, les piches pour les chips. Donc je trouve que c'est assez sympa, c'est mes mots préférés. Les pipis, quelque chose. Ok, votre surnom, Mélodie ? Mon surnom, c'est Mélo ou Lomé en verlan. D'ailleurs, on m'appelle jamais Mélodie. Quand on m'appelle Mélodie, c'est pour me gronder. C'est que c'est formel. Oh, je connais ça. Mélodie, il faut qu'on me parle. Ouf. D'accord. Votre philosophie de vie ? Elle avait besoin d'un héros, alors c'est ce qu'elle est devenue. C'est quelque chose qui m'inspire au quotidien. Très joli. Et enfin, votre prochain rêve à accomplir ? Quand je pense aux rêves, je m'aperçois que j'ai plein de rêves professionnels, mais pas tant sur le plan personnel. Donc à développer. À développer. Même si je suis une usine à rêves sur le plan pro, mais
Je reviendrai pour répondre à cette question. Ça marche, avec plaisir, vous revenez quand vous voulez. Allez, notre émission continue en attendant avec nos auditeurs qui vous interrogent maintenant sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Toujours en direct avec Mélodie Madar sur Radio J. Tout de suite, c'est donc la séquence auditeur. Et puis, on a une première question d'Avner qui vous demande « Qu'est-ce qu'une femme 2022 ?» Une femme 2022, c'est une femme libre et indépendante. C'est court, mais c'est intense et efficace et vous avez raison, je vous rejoins là-dessus. Une autre question de Johanna, est-ce que vous embauchez des hommes chez les éclaireuses ? Alors oui, on embauche des hommes Je suis passée chez Soch. Oui, on embauche des hommes chez les éclaireuses. On n'en a pas dans l'équipe actuellement. Pendant plusieurs années, on n'en a pas eu, mais c'est pas qu'on n'en veut pas, c'est qu'on n'a pas eu de candidature. Mais cette année, nous avons reçu 2 candidatures d'hommes et les 2 ont été pris. Donc je suis fière d'accueillir des hommes au sein des éclaireuses. Eh ben, très bien, on les embrasse et je crois que vous avez Mendoul qui a postulé tout à l'heure. Complètement, que j'embauche tout à fait, voilà, directement. On va réfléchir à ça. Si je vous laisse, je ne sais pas encore. Une troisième question, c'est quoi une journée type pour vous, de Stéphanie ? Il n'y a aucune journée qui se ressemble et c'est bien pour ça que je fais de l'entrepreneuriat. Ok, ça c'est clair. Mais en règle générale, vous allez au travail, vous travaillez à distance, vous checkez vos mails à distance ? Non, je suis régulièrement au travail. J'ai la chance d'avoir des bureaux qui sont proches de la maison. Et puis on est une équipe aujourd'hui de 40 personnes. Donc c'est cool d'être tout ensemble, le côté de fédérer une équipe aussi. Et après, j'ai des rendez-vous à droite, à gauche, ou de la radio dans Radio J. Et voilà, pour la communication, vous voyez, vous n'êtes pas mauvaise du tout. Merci beaucoup à nos auditeurs. N'hésitez pas bien sûr à nous contacter tous les jours du lundi au jeudi pour questionner notre invité du jour en direct sur notre antenne. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, dans un instant, on découvre un coup de cœur en direct. Rémi J, Je peux plus t'aimer, un nouveau titre après son single Bella Rose qu'on a le plaisir d'écouter sur l'antenne de Radio J avant d'en parler avec lui. T'es beau malgré tout ça, pourquoi t'as fait tout ça? Bobo, mon cœur au sol, je me suis retrouvé seul. Ça paye pas de trop aimer, je pourrais pas te pardonner. Comment calmer mon somme, souvenir sur papier. Tout est parti en fumée, t'as brisé les dents, elle me réveillait de cet enfer. Dormir si pieds sous terre, je ressens de la rancœur. Boum boum bam bam, je suis sur répondeur. Tu sais pas ce que je ressens, boum boum bam bam, je n'ai plus t'aimer. Je ne voyais que toi, mais je préfère t'oublier. Ces gens nous mentent, l'amour c'est tout sauf beau. Je peux plus t'aimer, chez moi ces mots sonnent faux. Je peux plus t'aimer, je peux plus t'aimer. Je ne voyais que toi, mais je préfère t'oublier. Ces gens nous mentent, l'amour c'est tout sauf beau. Je peux plus t'aimer, chez moi ces mots sonnent faux. Je peux plus t'aimer. Tous les jours je vais pas bien, tous les jours j'ai de la peine. Tous les jours tu me dis rien, et tous les jours je m'entête. T'es parti comme une étoile, et tu ne m'as pas prévenu. Que des questions, des pourquoi. Tu m'as dit que c'est pas voulu, arrête de dire des choses comme ça. Toutes tes excuses que tu blabla, ça me fait mal de te voir sur Insta. Mais t'es pas plus touché de ça. Je ressens de la rancœur, boum boum bam bam, je suis sur répondeur. Tu sais pas ce que je ressens, boum boum bam bam, je n'ai plus t'aimer. Je ne voyais que toi, mais je préfère t'oublier. Ces gens nous mentent, l'amour c'est tout sauf beau. Je peux plus t'aimer, chez moi ces mots sonnent faux. Je peux plus t'aimer, je peux plus t'aimer. Je ne voyais que toi, mais je préfère t'oublier. Ces gens nous mentent, l'amour c'est tout sauf beau. Je peux plus t'aimer, chez moi ces mots sonnent faux. Je peux plus t'aimer, oh
écoutait à l'instant Rémi J avec son titre Je peux plus t'aimer. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur Radio J. Alors je modifie un tout petit peu, c'est le deuxième single. Le premier c'était Bella Rosa avec un texte personnel aux influences musicales pop et ensoleillées. C'est ce qu'on a écouté il y a quelques secondes avec ce titre qui parle d'une histoire d'amour un peu complexe. Exactement, on a tous vécu des petites amourettes d'été assez sympa, et puis au final qui doit se terminer parce que ça y est, chacun repart de ses lieux de vacances, tout le monde repart à sa vie de travail, et donc du coup on a cette petite peine de cœur qui est présente. Donc voilà, c'est un petit peu Rémi, je vous écoute parler, et alors là j'ai un truc qui vient de me venir tout de suite. Je pense que Mélodie va confirmer ou pas. Vous avez la voix de Matt Pokora. Ah bon? Ah, c'est troublant. Alors moi j'entends Matt Pokora. Alors on va parler ensemble pour être sûr. Donc merci beaucoup déjà de nous faire découvrir cet univers-là avec l'univers de cette chanson. On va écouter Bella Rosa dans un instant sur l'antenne de Radio J. Voilà, c'est en train de défiler. Parlez-nous un petit peu de vous sur ce titre-là. D'habitude je fais pitcher, mais j'ai envie qu'on écoute de la musique en même temps. Sur Bella Rosa ou sur Je peux plus sur qui vous êtes, d'où vous venez, votre univers, et puis notamment sur ce titre qu'on est en train d'écouter. Ok, alors moi je m'appelle Rémi J, j'ai 24 ans, je viens du sud de la France, plus exactement à Nice. Je suis auteur, compositeur, interprète, c'est-à-dire que je suis artiste de mon côté, mais je travaille aussi pour des artistes, que ce soit un petit peu dans la télé ou même des artistes confirmés avec qui j'ai pu travailler, notamment Taïk, Sissika et bien d'autres. J'ai un studio d'enregistrement sur Dubaï avec lequel je travaille assez régulièrement l'hiver. Je suis revenu un petit peu en France aussi pour me concentrer aussi sur mon projet, et puis voilà quoi, hein, un petit projet assez sympa, deuxième extrait du coup de ce projet-là qui sortira très prochainement, avec un clip qui sortira le 23 septembre, le jour de mon anniversaire. Mais non. Et ouais, moi aussi. C'est pas vrai. Et ben voilà, nous sommes tous les deux balance, 23 septembre, bienvenue, c'est un vendredi cette année. Exactement. Et ben, je suis ravie. Et Cyril Hanouna est né le même jour que nous aussi. Ah bah faut qu'on fasse un Et ben voilà, on va faire un bœuf tous ensemble, c'est une très bonne chose. Je viens. Avec grand plaisir, on invitera tout Radio J et tous nos auditeurs aussi. Rémi J, c'est un bonheur de vous découvrir. Vous avez travaillé donc avec de nombreuses personnalités, vous nous l'avez dit. Vous faisiez aussi partie d'un groupe. Exactement. Exactement, j'étais 2019, en 2019, oui, le groupe Dante. On était 6, on a sorti un album l'année dernière, il y a un an à peu près. On a eu le titre à fort succès quand même, Ça va aller, avec lequel on avait plus de 4 millions de vues sur internet. C'était vraiment une chouette expérience à l'époque. Et puis maintenant, voilà, on a décidé même entre nous de partir sur une expérience solo, et donc chacun a ses petits projets à droite à gauche. Et moi, c'est celui-là. Chacun sa route, chacun son chemin, c'est Exactement. pas mal aussi. Vous dites que vous avez un petit style à Justin Bieber. Voilà, c'est quoi le comparatif qu'on pourrait faire pour ceux qui ne vous voient pas Je sais pas. Musical, un style musical, un style peut-être physique. Pas forcément. Ouais, plus dans le physique, parce que j'adore la mode, et donc du coup, je suis toujours. Là encore, je me suis mis un peu soft. Non, vous êtes stylé, rassurez-vous. Mais voilà, j'ai toujours un petit peu des pantalons amples, des chaussures assez bizarres pour certaines personnes, mais moi je kiffe. Donc ouais, dans le look, et après peut-être aussi aller dans l'émotion, parce que bon, là vous a influencé en tout cas très jeune. Ouais. Et... je suis musicien aussi, donc c'est vrai que quand je m'accompagne avec la guitare, j'aime beaucoup faire ralentir un petit peu les morceaux et rajouter un petit peu d'émotion dedans. Donc voilà, on pourra peut-être faire ce comparatif là avec ça. On va écouter un petit peu votre musique encore. Si tu n'es pas de toy, tu peux faire tes valises. Tu veux emporter la médaille d'œil, et confiance, dis-moi pourquoi tu balises. Elle veut que je l'emmène, ouais, que je décolle sans déconner. C'est la zone en personne, m'apaise, tu nous connais. T'es ma bella rosa, tu t'arroses tous les soirs. T'es ma bella rosa, tu t'arroses tous les soirs. En acapella, je pourrais te le dire encore. Des bisous dans le cours, j'ai envie d'un corps. Mais je sais qu'elle ne voulait pas que je rentre dans son mot des mains. T'es pas style, tu m'entends pas. S'il te plaît, cesse ton cinéma. Tellement de mimiques, je tombais dans tes Jiminiques. Quand tu mens, j'ai aucune limite. Ça me dérange, yeah. Si tu n'es pas de toy, tu peux faire tes valises. Tu veux emporter la médaille d'œil, et confiance, dis-moi pourquoi tu balises. Elle veut que je l'emmène, ouais, que je décolle sans déconner. C'est la zone en personne, m'apaise.
Rémi J sur l'antenne de Radio J, un bonheur d'écouter ce premier single Bella Rosa, et puis on a découvert il y a quelques minutes votre titre Je peux plus t'aimer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Rémi J ? Je sais pas, peut-être de la réussite, du succès et du bonheur. Ça c'est sûr, ça va venir évidemment, mais pour la suite, est-ce que vous êtes en indépendant ou est-ce que vous avez une maison de disques avec vous ? En ce moment là, je suis en indépendant parce que j'avais mes propres choix, j'avais envie d'essayer autre chose. Voilà, avec le groupe, on était signé chez Universal à l'époque, et puis là j'avais vraiment envie d'avoir la main sur tout. Voilà, donc je travaille maintenant en indépendant. Et donc maintenant, la mode, c'est un premier single, on voit comment ça rebondit, un deuxième single un trimestre après, et puis on s'engage sur un album. C'est ce qui est beaucoup fait en ce moment, et c'est bien de voir comment si le style plaît, notamment auprès de son audience, de son nouveau public. Exactement, voir si la communauté adhère aussi avec ce style musical-là qui est le mien propre, parce que du coup, je mets mon âme sur ce projet, clairement. Donc c'est vrai qu'ils m'ont découvert avec le groupe qui était un peu moins up-tempo. Là, on est sur quelque chose de plus coloré, plus solaire et plus dansant, ce qui me correspond surtout beaucoup plus aussi. Donc voilà, voir si ça adhère, sortir des singles. Le projet de l'album, il y sera quand, je ne sais pas, mais l'objectif, voilà, c'est de faire découvrir des titres, et puis avec plaisir. Et l'objectif, c'est de venir vous suivre en ligne pour voir quelle sera la suite. Rémi J, J-A-Y. On peut vous retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok, j'imagine. Bien sûr, tous les réseaux sociaux. On vient vous suivre. Merci beaucoup d'avoir été mon invité coup de cœur. C'était un bonheur de vous découvrir sur l'antenne de Radio J. Et à très vite. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours, Mélodie, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par l'excellente Nathalie Dedrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle. Bonjour Mélodie. Bonjour. J'adore ces histoires, je suis trop contente. Ah, d'accord. Eh bien, ravie. Moi, j'ai adoré également vos histoires partagées aujourd'hui. Et alors, il y a quelque chose qui se détache tout de suite, c'est vraiment ce sens du business, comme vous le dites, cette fibre du business. On a l'impression que vous avez été piqué par le virus de la femme d'affaires, très très jeune, ou peut-être que c'est un héritage qui vient peut-être de la famille. On sent tout de suite dans ce que vous amenez au début qu'il y a un soutien, comme si vous étiez aussi porté dans cette éducation. Vous dites, j'ai été élevée dans cet esprit d'entrepreneuriat, et pour moi, c'est un peu comme une vocation héritée, peut-être de quelque part dans la famille. Alors, je ne sais pas qui, parce que c'est pas partagé ici. Toute dans la les famille, parents, on est une famille d'entrepreneurs. Voilà. Tout le monde, même les grands-parents, tout le monde. Et voilà. Donc votre papa est pharmacien, donc pas du côté de votre papa alors, forcément. mon papa est pharmacien, mais il a des restaurants. Ça, je ne le savais pas. Il a fait plein de choses. Ok, donc ça s'explique. On a vraiment une lignée comme ça, vous suivez les rails et vous êtes vraiment dans ce climat porté dès le début. Même vous êtes bonne à l'école et en même temps pas forcément bonne... peut-être trop obéissante. C'est une petite fille qui en même temps est un petit peu rebelle. Vous dites que voilà, il y avait de l'agitation, en tout cas dans les dires de votre famille. Donc il y a aussi un tempérament qui est là. Affirmé, on va dire. Voilà. Et j'ai eu ma période rebelle, ma période l'adolescence. C'est ça. Et d'ailleurs, dans ce que vous dites tout à l'heure par rapport à Diams, qui était votre idole, vous dites dans cette lettre ouverte que vous preniez appui et réconfort dans ses titres, dans ses chansons, dans son œuvre. Donc on peut supposer qu'il y a eu des épreuves difficiles à traverser dans l'adolescence. C'est pas forcément partagé ici, mais voilà, il semble qu'il y a quand même cette femme qui s'accroche et qui est fonceuse, qui est déterminée. Il y a tout un tas d'adjectifs qui sont posés, la conviction et le sens du travail plus. C'est pas forcément quelque chose qui naît comme ça, mais c'est aussi peut-être de votre parcours. Sans aucun doute, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est aussi... Quand on a vraiment bille en tête comme ça, un projet comme une vocation, je me suis demandé, puisque le cœur c'est d'éclairer, de mettre en lumière les femmes, je me suis demandé s'il n'y avait pas peut-être dans l'héritage des femmes tunisiennes quelque chose qui avait été bâillonné, réprimé, comme la parole, le droit à la parole aux femmes, que vous portez comme un projet aujourd'hui pour réparer une forme d'injustice
Peut-être, voilà, c'est Alors, une petite interprétation. C'est possible, mais c'est vrai que dans notre famille, en tout cas, les femmes tunisiennes parlent beaucoup et prennent beaucoup de place. Donc, en tout cas, c'est pas le cas pour notre famille, mais certainement que... en tout cas, j'ai jamais aimé l'injustice, donc je me suis toujours battue contre. Donc ça se traduit certainement à travers mon média. Peut-être aussi une observation de ces femmes qui ne pouvaient pas parler, alors que chez elles, on parle beaucoup. C'est ça, voilà, comme pour équilibrer. D'ailleurs, c'est très présent. Ce mariage des polarités qui est devant moi, j'ai l'impression qu'il y a une image corporelle, vestimentaire, très féminine, très tendre, avec cette robe à petites fleurs, comme pour casser les codes de la femme d'affaires, la businesswoman, qui pourrait afficher un masculin très fonceur. Et en fait, il y a quelque chose d'autre qui est mis en avant aujourd'hui, et je trouve que moi, j'appelle ça le mariage des polarités, entre le masculin et le féminin. Le féminin qui, bon, dans la psychothérapie, on a tendance à dire que le féminin est dans la conception, la création, la gestation du projet, un peu comme l'idée de la petite graine qu'on a plantée sous la terre et qui germine progressivement, même si ça ne se voit pas. Et c'est un petit peu ce que vous avez, à mon avis, fait avec ce projet où vous montez d'abord la première partie avant d'aller demander les levées de fonds. Donc c'est vraiment la partie gestation du projet. Et ensuite on passe à l'action. On est avec la polarité plus yang, plus masculine. Et donc là on est force d'action, on porte le projet, on en prend soin du projet pour le faire grandir. Et c'est vraiment ce que j'ai senti dans votre personnalité, en tout cas professionnelle, parce que c'est très mis à jour aujourd'hui. C'est le mariage des polarités, cette union du féminin et du masculin. Ok, bah je connaissais pas. En tout cas, j'apprends des choses, merci. Voilà, c'est un peu archétypal. C'est ce qu'on met dans le féminin et ce qu'on met dans le masculin, un petit peu comme le soleil et la lune, qui sont les archétypes de l'ombre et de la lumière. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette idée aussi, ça s'est vraiment détaché de votre dialogue, cette idée de se démarquer, d'être un peu peut-être marginal, pas faire comme les autres, avec cette dose d'insouciance, d'innocence. Et ça m'est venu comme étant ce côté multipotentiel qui n'aime pas être peut-être à la fois en train de suivre des codes et en même temps le paradoxe, c'est besoin d'être rattaché à une famille, à un clan. Il y a comme un espèce de double besoin et qui finalement s'équilibre bien parce qu'en étant dans cette unicité et en même temps en étant dans votre tribu. Rassemblés. Alors il y a 2-3 choses qui me viennent à l'esprit. C'est l'idée d'une rebelle, voilà, intuitive et avant-gardiste, qui porte ses projets depuis son centre, depuis sa force intérieure et qui emmène avec elle, j'ai l'impression, le nouveau féminin sacré. Wow, merci beaucoup. C'est joliment conclu. Merci beaucoup Nathalie Daudrieux, thérapeute psychocorporelle, je le rappelle, et qu'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup. Merci. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. C'est la fin de cette émission, Mélodie Madar. Non, c'est trop triste, on rend pas l'antenne. Je garde mon micro. Je veux rester avec vous. Vous revenez quand vous voulez, avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes cofondatrice des médias Les Éclaireuses et C'est qui la bosse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Quel est le mot de la fin? C'est vous qui l'avez, Mélodie Madar. Le mot de la fin, encore plein de beaux projets sur le plan personnel et professionnel. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup à l'artiste Rémi J, mon coup de cœur aujourd'hui avec son titre Je peux plus t'aimer. On écoutera aussi Bella Rosa. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous êtes plus nombreux chaque jour et c'est un bonheur. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec André Dussolier, l'acteur et comédien au cinéma dans Le Tigre et le Président, demain à l'affiche. En attendant, ce soir à 21h, vous ne manquez pas le Yiddish Show de Lise Gutmann et ses invités, suivi du Festival Oriental présenté par Amer Azoulay. À demain et belle journée à tous.